Comme vous voyez, on voit beaucoup sur les déplacements, c'est très fluide, c'est très... Magnifique stock, je suis Nasberg. Ah, pardon. Vous voyez, on joue beaucoup sur la rapidité, les coups sont très hauts, on joue beaucoup sur la vitesse. Alors là, ils nous ont fait un magnifique doublement suivi d'une mutation où on joue sur le faible et le fort de l'arme. Et un magnifique Obero pour finir. Alors là, ils vont continuer toujours sur l'allemand, mais plutôt que d'être en technique, là, ils vont faire un petit sparring libre un peu plus intensif. Basé sur les mêmes sources. Comme vous pouvez le voir, en fait, un combat, une touche, ça va relativement vite, en fait. Donc le moment quand il s'arrête, c'est quand l'un des deux est touché. Des fois ça va très vite, donc on n'a pas le temps de voir trop la touche. Et quand on a la possibilité, on peut faire des saisies. On la refait celle-là. Double. On va le frappe du haut, dans la vitesse. Ah, bel stock. Allez, une dernière. C'est une double, elle compte pas. Merci à eux. Donc là, on va passer sur une démonstration d'un autre traité, donc Maître Fiore di Liberi, donc école italienne. Et là, on va voir que le jeu va être totalement différent. On va être sur quelque chose de plus efficace et rapide, et où tous les coups seront plus ou moins permis. C'est parce qu'on a tous les armes de jeu. Donc le but du jeu là n'est pas d'être joli, c'est quand même beaucoup moins visuel que ce qu'on a vu précédemment. Par contre le but du jeu dans le traité c'est d'être efficace. Maître Fiore dit que si on n'a pas réussi à tuer son adversaire en 3 ou 4 coups, on a raté son coup. Voilà, on utilise beaucoup de clés de bras. Dès qu'on est à distance d'épée, on utilise l'épée, mais dès qu'on est en distance de corps à corps, on peut jouer sur les coups de pommeau, les clés de bras, et ainsi de suite. C'était une fois, j'ai première fois. Là, on a pu jouer dans le jeu. Laisse stop, laisse Essaie de te faire prendre. Pardon. T'as été trop long.
magnifique désarmement. Mais là on peut riposter parce qu'on a souvent une arme secondaire qui s'appelle une dague, qui peut permettre de sauver le coup. Elle est là, maman. Ouais, ouais, en fait, on met les couilles avec les trucs. Pas le nom. Voilà, tous les coups sont permis. C'est-à-dire que souvent dans des duels, quand on est en multi-armes, ça finit souvent en lutte ou au sol. Donc bah, merci à eux. Alors là, on va continuer avec Maître Fiodé Desideri. Donc là, je vais me mettre en tenue et on va vous présenter du combat dit en armure avec une tenue en demi-épée. Tu fais toi, quand je te présente, tu vas pas prendre une question, que tu arrives à prendre. Je mets pas toutes les conneries. Alors, en armure, l'épée devient quasi inopérante dans sa fonction traditionnelle. Alors, c'est pour ça qu'on l'a saisie à la demi-épée. Voilà. De façon à pouvoir rigidifier la pointe et pouvoir rentrer dans un défaut d'armure. Notamment le coude, sous le casque, partie vide, partie intime aussi. Les parties molles en général. Donc là on va avoir des coups de pommeau. Des crochetages, des équilibrages. On essaie de contrôler, retourner l'épaule. Voilà, un petit achèvement à la dague au sol, c'est très bien. On aura une partie un peu plus libre là. Donc l'épée, comme vous le voyez, n'est pas simplement utilisée pour porter des coups de taille des stocks. Elle peut être utilisée comme une hache. Pour venir mettre des coups de quillon, de pommeau. Parfois, pour les plus courageux d'entre eux, on peut même la lancer, mais pas forcément en armure. Ah, tiens, il vient de perdre sa descendance. Alors, si on essaie de mettre un coup d'épée sur une armure, il va en gros pas se passer bien grand chose sur la cuirasse. Par contre, si on essaie de rentrer une pointe dans les articulations, là ça peut être fatal, quoi. Alors, nos équipements nous permettent de pratiquer de manière sécurisée, mais il faut toujours garder un peu de retenue parce que malgré tout, on travaille avec des armes en métal et les protections ont leurs limites. Voilà, on peut les applaudir. Merci pour eux. Donc les épées devenant de moins en moins opérantes, on a développé d'autres types d'armes, comme la hache bourguignonne qu'on va vous présenter ici. Donc deux modèles. Le premier qui est au centre de la liste est un modèle à bec de corbin, voilà, qui permet de réaliser des crochetages
En face de ce bec est située une 4 pointes et une dague en bout de manche. Et enfin, de l'autre côté, on va trouver soit une dague, soit une corolle à 4 pointes également pour frapper. L'autre modèle est un modèle de la fin du 15e, fin de l'époque, où on trouve effectivement cette fois une hache. Un entendoir à viande, qu'on peut bien montrer si on veut. La partie carrée, rectangulaire, là, avec les pointes. Voilà. C'est une arme redoutable qui caractérisait les Bourguignons. Ce qui nous a valu d'être traités de gens violents, on va dire, par les chevaliers de l'époque. Donc là, on va avoir les 4 coups derrière-bras, derrière-main, plutôt. Alors, compte tenu de la taille de l'arme, la dimension, etc., il faut faire attention, même avec nos simulateurs, les chocs peuvent être assez violents. On a quand même un manche qui fait 3, 5 à 4 cm de diamètre en hêtre, plus les simulateurs qui peuvent être parfois un peu rigides. Il y avait un chevalier de la Toison d'Or à Chalon-sur-Saône, Jacques Delalin, qui a tenu un pas d'armes pendant 1 an, qui s'est fait défier plusieurs fois et qui n'a jamais été défait pendant cette tenue de pas d'armes. Et il était spécialisé dans la hache bourguignonne. Ah, voilà ce qui arrive quand on essaie de crocheter puis qu'on se loupe. Ouais. Cibler la jambe, c'est souvent une fausse bonne idée. Ah oui, c'est une arme qui est redoutable parce qu'en fait on peut taper avec les deux côtés, on peut frapper, estoquer, trancher, crocheter, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. C'est un bon décapsuleur à armure en fait. Voilà. Ça accroche bien. Voilà. Bon. C'est bien, on peut les applaudir, cette démonstration. Ouais, la dague. Alors, j'arrive. On va vous montrer quelques techniques à la dague. Je vais laisser mon camarade reprendre un peu son souffle et on va vous montrer donc des techniques qu'on peut faire avec la dague qui était une arme courante. Voilà. Donc là, ils vont vous montrer quelques enseignements du jeu à la dague, qui est toujours de Maître Fiore Deliberi. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez retrouver beaucoup de choses avec la lutte ou le combat au corps à corps. Allez. Alors la dague est vraiment une pointe. Donc là on a des simulateurs bois, mais il faut vraiment prendre ça comme un espèce de gros pic à glace. Comme vous voyez, on utilise beaucoup les clés noires pour désarmer l'adversaire. À défaut, souvent ça finit souvent en lutte.
Double. Ouais, c'est beaucoup de jeux de main au corps à corps, beaucoup de crochetage de bras. Là, on peut entamer les prises de lutte si besoin. Et voilà. Donc du coup, la base, beaucoup du jeu de la dague, et notamment de Maître Fiorelli, ça est souvent la lutte. Il dit que tout enseignement doit commencer par la lutte. On peut les remercier. Alors là, on va passer sur une arme plutôt fin 15e, voire même 16e, qui est le Langmesser, qui est en fait un dérivé d'un grand couteau, qui était au départ pratiqué plutôt par la paysannerie et qui en fait va beaucoup plaire aux nobles et vont s'approprier pour en faire du jeu en tournoi, notamment dans le Saint-Empire romain germanique. Vous allez voir, c'est très vif, très rapide. Voilà, ça se joue vraiment en très peu de coups. On joue beaucoup sur la vitesse, ça reprend un peu ce qu'on peut trouver sur la première démonstration d'épée que vous avez pu voir. On joue beaucoup sur le liage, la vitesse, et on peut jouer aussi avec les clés droits. Donc comme vous pouvez le voir, les échanges se font très rapidement en très peu de coups. On a des désarmements, comme on a pu le voir après. Le Langmesser va beaucoup s'inspirer de l'épée longue en fait dans la manière d'être pratiquée. À la différence près que, comme vous pouvez le voir, ils ont un quillon central qui leur permet de se protéger la main et qui permet quelques coups un peu audacieux. C'est une arme qui est très exigeante, notamment pour le bras porteur de l'arme. Le deuxième bras secondaire est à protéger, mais peut servir dans beaucoup de techniques pour faire des saisies, des crochetages, voire des contres. C'est une arme paysanne au départ, et qui a été récupérée et utilisée par les nobles. Tu tentes l'assaut, c'est tout. Hein. C'est une arme qui est plaisante à utiliser du fait de sa rapidité, mais qui est extrêmement exigeante en termes de placement, de réaction, de vision du combat. Et je peux vous garantir que là, avec les masques, c'est pas facile. Ça réduit le champ de vision d'autant. On voit pas forcément les coups arriver à droite, à gauche ou au-dessus. Vraiment. Hop, on l'a raté, ça s'est emmerdé à l'image plusieurs fois. Donc on va contrer, se décaler. Ah, ouh, on a un souci là. Alors, ici on a une arme de défense civile qui est une montante, qui est une arme qui doit faire au moins 1m60 et qui est généralement la taille de son porteur. C'est une arme qui permet de faire une défense de rue. Ouais, c'est une arme qui est très violente. Faire attention quand même, malgré tout. Dans les textes, je ne pourrais pas vous citer exactement la date, le lieu, mais il est fait référence à un porteur de montante qui a tué 3 personnes en un coup, coupant la tête du premier, le torse du deuxième et la jambe du troisième, en un seul coup. C'est une arme qui peut faire entre 2,5 kg à 3,5 kg selon les porteurs, et qui est redoutable.
Là, on peut voir qu'il est difficile de rentrer sur lui parce que, en fait, sa zone de couverture est très grande et une fois que son arme est partie, bah, c'est difficile de l'arrêter. Voilà, généralement, le malandrin préfère s'enfuir que mourir. Voilà. Merci.